la monnaie libre. Alors comme c'est un G-marché et que vous avez l'application directe dans la salle, on me concentre peut-être un peu plus sur les aspects théoriques. Et donc ça va durer une petite heure à peu près. Éventuellement si vous avez des questions. Donc avant de me présenter, je vous présente un extrait de mon compte en Jules. Bon, en fait, là, d'habitude, je fais des conférences où il n'y a pas l'application directe. Là, il y a déjà un jeu marché, donc vous pouvez voir directement les implications à côté. Mais là, bon, c'est une liste des achats que j'ai pu faire en June à un moment donné, des sandwichs, du covoiturage à Bordeaux. Et on me donne, parfois on me fait des dons en June pour des présentations que je fais. Et donc, ce que vous voyez ici, donc ces paiements, on les fait tous grâce à l'application Cesium notamment, qui permet en fait de faire des transactions en June. Et donc là, vous avez ce que je n'ai pas décrit là ici. Donc June, c'est G1, là, c'est ce que vous voyez. Et ce que je n'ai pas décrit ici, c'est la caractéristique principale de la June, c'est le dividende universel. Donc cette monnaie, en fait, est créée par dividende universel. C'est-à-dire que dans la June, aujourd'hui, chaque membre crée 10,04 June par jour. Et c'est comme ça que se crée la monnaie. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail pour essayer de comprendre ce que ça implique et comment ça fonctionne. Donc moi je m'appelle Martin, j'ai 29 ans. Et je rentre, il n'y a pas longtemps, je suis rentré d'un tour du monde pendant un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, c'est ça vous avez mon parcours. Donc voilà, là, le début de la présentation, je parlais un peu. Je vais arriver sur le sujet de la monnaie en parlant un peu de mon voyage en utilisant mes photos de voyage. Donc du coup, pendant mon voyage, j'ai pu voir un peu l'héritage et le témoignage des modes d'organisation des civilisations passées, qui à travers le monde, même si les styles architecturaux diffèrent de ce qu'il en reste aujourd'hui dans l'architecture des monuments les plus monumentaux, on a quand même partout un témoignage de sociétés anciennes qui étaient quasi intégralement toutes organisées de manière très pyramidale et hiérarchisée, avec des rôles bien définis et des bâtiments institutionnels qui ont un rôle spécifique dans la cité, que ce soit un rôle spirituel, un rôle politique, et on a clairement des institutions qui sont clairement identifiables et un mode d'organisation qui est vraiment pyramidal. Et alors je dis ça parce qu'aujourd'hui, le mode d'organisation des centres-villes au niveau architectural, ce serait plutôt ça, le centre-ville moderne, ça ressemble beaucoup plus à ça. Donc des centres-villes, on appelle ça des centres-villes d'affaires, qui sont centralisés au sein des plus grandes villes de chaque pays. Et à l'intérieur, on voit émerger des poussées verticales que sont ces buildings, qui témoignent, eux, d'un mode d'organisation qui est très différent du mode d'organisation pyramidal des civilisations passées. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus chaotique dans son organisation, où chacun cherche son intérêt propre. Et ça veut dire énormément de choses sur le mode d'organisation de l'économie à l'heure actuelle. Et donc c'est important à comprendre. On a tendance à dire qu'on vit dans des sociétés pyramidales et hiérarchisées. On est passé au-delà de ça. On est passé dans des sociétés de captation par des intérêts privés, et il y a des émergences en fait verticales qui sont des systèmes de captation qui se voient assez bien au niveau architectural et qui témoignent d'un certain mode d'organisation qui est centralisé, certes, dans les centres-villes, mais qui est assez anarchique dans son fonctionnement même. Et donc on va essayer on vit plutôt dans une société de captation. Et quand on compare ça, ce que vous voyez là, c'est le graphe de répartition des richesses. Si l'humanité était une population de 100 personnes, chacun aurait ça. Donc quand on voit ça, on a cette même idée de captation par des émergences verticales qui se déconnectent complètement de la base, qui tentent en tout cas de se déconnecter complètement de la base en captant toutes les richesses de la base. Et ça, il faut comprendre que ce n'est pas une pyramide, ça. Une pyramide, c'est chaque étage qui permet de soutenir l'ensemble, et ça a une cohérence solide. Là, on est dans autre chose, et il faut bien comprendre que cette captation, elle est permise par un système. S'il n'y avait pas un système sous-jacent qui permet cette captation n'aurait pas lieu. Donc on va essayer de creuser un peu pour essayer de comprendre cette captation et ce système qui sous-tend un peu l'économie moderne. Alors ça, il y a ce dont je viens de parler, il y a quelqu'un qui en a parlé en son temps et qui a dit cette phrase, quelqu'un d'important pour la suite, qui a dit: l'anarchie économique de la société capitaliste telle qu'elle existe aujourd'hui est à mon avis la
réelle du monnaie. On va voir qui c'est. Ce que veut dire cette personne, c'est que l'économie, dans sa manière de fonctionner, et on va le lier à la création monétaire, il faut comprendre que le mode de création monétaire et le mécanisme de création monétaire va tout définir ensuite sur la forme que va prendre l'économie. Et donc, il faut vraiment commencer à se réapproprier ce concept-là de création monétaire, parce qu'on a tendance à pas du tout en parler quand on parle de monnaie. Généralement, quand on parle de monnaie, on occulte complètement l'aspect création monétaire et on parle que de circulation de monnaie, des salaires, des impôts, des choses comme ça. Ça, c'est la monnaie qui circule. Mais avant tout, la monnaie, elle est aussi créée. Et pour comprendre un peu les conséquences sociales et économiques de notre économie actuelle, il faut comprendre la racine, c'est-à-dire le mode de création de cette même monnaie. Alors pour comprendre la création monétaire aujourd'hui, il faut faire un petit détour par l'histoire de la monnaie elle-même, puisque la monnaie a évolué dans le temps. Donc ça, c'est une chaîne d'utilisation. Et le principe de création monétaire a évolué dans le temps lui aussi. Donc on a commencé à différents points du globe dans les anciennes civilisations, avec des monnaies qu'on peut qualifier de monnaie marchandise. Donc, par exemple, à différents endroits, il y avait du thé, il y avait des haches, des coquillages. Et ce sont des monnaies en fait qui ont la caractéristique d'être très facilement reproductibles. C'est une société qui choisissait un bien en particulier qui en faisait office de monnaie. Et ces monnaies, elles avaient toute la caractéristique d'être trop facilement reproductibles par tout un chacun. Et la conséquence de ça, c'est que la quantité totale de monnaie finit par augmenter de manière démesurée trop rapidement. Et du coup, la valeur d'une unité de monnaie finissait par être complètement détruite, par ne plus valoir grand-chose. C'est ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui l'inflation, même si ça a d'autres implications que ça, l'inflation, et donc, comme ce n'étaient pas des monnaies qui ont fini par être pérennes à cause de cet inconvénient-là, qu'elles sont trop facilement reproductibles et que la quantité de monnaie grandit trop rapidement. Du coup, on est passé, et différentes civilisations ont fait le même constat et sont passées à la même solution, qui est la solution des monnaies métalliques. Et les monnaies métalliques, donc que ce soit l'or ou l'argent, elles ont la caractéristique, elles, d'être beaucoup plus difficilement... Il faut les extraire déjà, donc on peut en créer beaucoup plus... C'est beaucoup plus difficile d'en créer, et en plus leur transformation est aussi un peu plus complexe. Donc du coup, ça en fait des monnaies qui ont une caractéristique intéressante, c'est qu'elles sont beaucoup plus contrôlables. La quantité est beaucoup plus contrôlable, et notamment elle est beaucoup plus contrôlable par un état central. Et l'expansion des monnaies métalliques correspond à une grande période de l'histoire qui correspond à celle de l'expansion des grands empires, des très grands empires. Et donc ensuite, le principe de création monétaire à chaque fois, c'est de créer ses biens. Quand vous devez créer plus d'or, il faut aller à la mine, il faut chercher de l'or, il faut aller envahir les Amériques pour tuer tous les Amérindiens et piquer l'or des Incas. Et voilà, donc, il faut aller. Le principe de création monétaire, c'est d'extraire de ce bien. Et ensuite, on est passé aux monnaies papier, donc on va regarder ensuite la transition qui s'est opérée entre les deux pour comprendre ce qui s'est passé dans la création monétaire. Et ensuite, on est passé au billet pour aujourd'hui avoir une monnaie qui se dématérialise de plus en plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'euro, c'est déjà une monnaie numérique. On est à 95% déjà de chiffres, en fait. Il y a moins de 5% de la monnaie qui est sous forme de pièces et de billets. C'est déjà une monnaie numérique. Et on voit apparaître des monnaies différentes comme le Bitcoin, qui eux dessinent une création monétaire différente et qui commencent à s'émanciper un peu des logiques centralisées. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans cette histoire de la monnaie, c'est que quand la monnaie change, quand la forme de la monnaie change, généralement le mode de création monétaire change aussi. Et le principe de création monétaire change aussi. Donc là, il faut comprendre le principe de création monétaire qui est le nôtre aujourd'hui, dans l'euro, dans le dollar, dans les monnaies nationales. Il faut comprendre cette transition entre l'or et le papier. Alors pour comprendre ça, c'est une petite schématisation simple qui permet, alors c'est volontairement simplifié, c'est pour comprendre le basculement entre deux mécanismes. Alors c'est la combine de l'orfèvre, donc c'est à la fin du Moyen-Âge, on avait des orfèvres qui fabriquaient des bijoux et des objets en or, et pour sécuriser leur or, ils avaient un coffre pour sécuriser leur or. Donc c'était leur métier, c'était de fabriquer des biens en or. Et à côté de ça, il y avait des marchands
et de la monnaie à l'époque, c'était des monnaies métalliques comme l'or. Donc ils s'échangeaient des biens en or. Donc, j'ai mis des lingots, mais ça fait des pièces, c'est la même chose. Donc c'était la monnaie d'échange. Donc les échanges se faisaient de cette manière-là. Et la combine aurait commencé en Suède, où en Suède, au XVIe siècle, ils ont dû émettre sur le marché en fait des pièces d'or et d'argent, je crois, extrêmement lourdes, extrêmement grosses, extrêmement lourdes, qui finissaient par trouver les poches des marchands. Et les marchands, ils étaient obligés de se trimballer leur or pour faire leurs échanges. Déjà, c'était pas sécurisé et en plus, c'était pas très confortable. Donc un jour, il y a un marchand qui allait voir son ami l'orfèvre, dont il avait confiance, il lui a dit: est-ce que je peux pas stocker mon or dans ton coffre, comme ça c'est sécurisé, et je vais pas me le trimballer en permanence et je peux revenir chercher mon or quand vous venez de m'aider. L'orfèvre lui a dit: bah si, je vais te filer un certificat qui stipule la quantité d'or que j'ai dans mon coffre, et tu peux revenir à tout moment récupérer ton or. Bon, vous avez convenu d'une petite commission pour le service rendu par l'orfèvre. Mais voilà, lui, il était content, c'était utile parce qu'il pouvait maintenant se trimballer juste avec un bout de papier et pas se trimballer en permanence avec son or. Et donc il a dit ça à tous ses copains marchands, ils ont trouvé ça intéressant aussi, ils avaient tous confiance en l'orfèvre pour faire cette chose-là de mettre en dépôt leur or dans le coffre de l'orfèvre et avoir des certificats. Et comme ils avaient tous confiance, et à tout moment ils pouvaient venir échanger leur or contre les certificats. Et comme ils avaient tous confiance en l'orfèvre, ils se sont dit, bah, plutôt que d'échanger en or, on pourrait très bien s'échanger en certificats. Donc ils ont commencé à faire ça, à faire des échanges de certificats. Et là, l'orfèvre a commencé à remarquer qu'à aucun moment tous les marchands venaient en même temps récupérer leur or. Donc il y avait toujours de l'or dans son coffre à l'orfèvre, donc l'or en dépôt de ses clients, mais qu'il n'y a personne qui venait en même temps, à aucun moment tout le monde venait en même temps récupérer leur or. Et du coup, il savait que c'était le seul à avoir l'information de la quantité d'or qu'il y avait dans son coffre. Donc là, il s'est dit, bah, je peux peut-être en faire quelque chose de ça. Il s'est dit, je peux peut-être créditer des personnes qui n'ont crédité de l'or à des personnes qui n'ont pas d'or et qui ont des projets et qui auraient éventuellement besoin de monnaie d'or. Et donc il s'est dit, bah, je vais faire ça. Mais là, pour faire ça, il n'avait même pas à créditer de l'or puisque la société se changeait déjà en certificat. Il pouvait directement leur créditer des certificats. Et donc là c'est plus simplement un papier stipulant la quantité d'or qu'il y a, c'est une créance, c'est un crédit, c'est une dette. Donc la dette, elle doit être remboursée avec intérêt. Donc là, en théorie, il a émis 9 kilos en crédit en total, et il avait 9, dans ma schématisation, il avait 9 en réserve. Donc normalement, là, il a atteint sa limite maximale de crédit, il ne peut pas créditer plus. Mais là, encore une fois, il sait que c'est le seul à avoir l'information de la quantité d'or en dépôt dans son coffre, et il sait que personne d'autre connaît cette quantité. Et il sait encore une fois que tout le monde ne vient pas en même temps réclamer son or contre les certificats. Donc du coup, il s'est dit, qu'est-ce qui m'empêche de mettre plus de certificats par le crédit bancaire que d'or que je n'ai en dépôt? Bah rien. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et donc ce que vous voyez là, l'émission, et en prélevant des intérêts sur cette opération de simplement écrire sur son papier des crédits bancaires, et bien il a changé la face de la monnaie là. Et donc ce que vous voyez là, c'est la création monétaire d'aujourd'hui, puisqu'en fait, cette économie résiduelle là, qui était basée sur l'or n'existe plus aujourd'hui. Les monnaies ne sont plus basées sur l'or. Donc toute la monnaie existante aujourd'hui, elle est créée selon ce principe-là qui est le crédit bancaire et la dette. Donc très concrètement, les monnaies d'aujourd'hui, c'est de la dette. Monnaie égale dette, c'est vraiment une égalité à comprendre absolument. C'est que quand il y a un client qui signe un contrat de crédit avec son banquier pour acheter une maison, par exemple, bon, le banquier va attester de la capacité de la personne à rembourser avec intérêt cette dette. Et s'il est d'accord, et ben, le contrat qui est signé par cette personne permet la création de nouvelles monnaies. Et donc, à partir de ce contrat, le banquier rentre dans son ordinateur un crédit, et c'est comme ça qu'est créée la monnaie. Donc, on appelle ça ex nihilo, c'est à partir de rien. Vraiment, c'est littéralement à partir de rien. C'est pas à partir de réserves existantes, c'est suivant le principe qu'on vient de voir avant. C'est l'orfèvre qui écrit des certificats à son bon. Alors pas à son bon vouloir, il faut que ce soit adossé à quelqu'un qui s'engage à rembourser. Et donc voilà, ça c'est le mode
mode de création monétaire d'aujourd'hui, le mécanisme. Et on comprend un peu mieux quand la monnaie est créée comme ça, pourquoi on a une société qui commence à avoir cette tête-là, et notamment la forme des centres-villes. Ce qui se passe dans les centres-villes, c'est que les buildings que vous voyez, c'est des buildings de banques. Donc en fait, toutes les banques, elles ont, elles, le pouvoir de créer de la monnaie par ce biais-là, parce qu'elles ont une licence de banque qui leur permet d'avoir ce pouvoir-là. Et donc, elles accumulent leurs intérêts respectifs. Et chacun tire à son propre intérêt, et ça fait des centres-villes comme on les voit aujourd'hui. Et donc, ça explique un peu cet aspect anarchique au sein même de ce système-là, au sein même de cette espèce de cartel bancaire. Le cartel bancaire, c'est assez anarchique, en fait, le mode d'organisation. Il n'y a rien qui régule, c'est chacun qui essaie de tirer à son propre intérêt propre, et après, ils s'amusent à construire leur tour. Le tour. D'ailleurs, quand ils se construisent des tours, les banques, ils n'utilisent même pas la dette. Ils font une création monétaire ex nihilo, donc à partir de rien, directement pour payer les ouvriers, le chantier, les matériaux. Donc là, c'est une création monétaire directe. Mais ça, ils ne peuvent pas le faire trop, parce que sinon, ça les désavantagerait trop de le faire trop souvent. Ça finirait par être un peu visible. Des tours en laser, donc voilà, ça c'est le principe fondamental de création monétaire. Il faut bien comprendre que la dette, de créer de la monnaie par la dette, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est lourd de conséquences. Donc, la première des conséquences, c'est la nécessité de croissance économique. Alors pour la raison que quand on crée de la monnaie par la dette, donc on va prendre un exemple de quelqu'un qui veut acheter une maison et qui contracte un crédit auprès de sa banque, donc il va avoir un crédit de 50 000. Bon, ce crédit de 50 000, il est attribué, donc il est créé à partir de rien. La monnaie, celui qui veut acheter la maison, il reçoit cette monnaie créée à partir de rien. Cette monnaie, elle est diffusée dans l'économie, c'est-à-dire qu'il paye sa maison et ensuite l'ancien propriétaire de la maison fait plein de choses avec cette monnaie. Donc ça, elle est diffusée, donc elle est créée, elle est diffusée. Et ensuite, celui qui a acheté la maison, lui, il va travailler pour rembourser son crédit plus ses intérêts. Donc les intérêts, il les paye, ils sont pour la poche du banquier. Par contre, quand il travaille et qu'ensuite il rembourse le principal, on appelle ça donc la dette. Qu'est-ce qui se passe dans son compte? En fait, à chaque fois qu'il rembourse, il revient à zéro. Donc, quand il a fini de rembourser, il revient à zéro. Donc ça veut dire que si la monnaie est créée par la dette, quand on rembourse cette même dette, on détruit la monnaie. Donc créer la monnaie par la dette, ça implique de la détruire au niveau de remboursement. Et là, on a un souci au niveau global, c'est qu'on a besoin de monnaie. Elle est détruite. Elle est détruite dans le sens où si on avait un compte qui était à 50 000, en fait il est à moins de 50 000, on va dire. Moins 50 000, c'est pour dire que c'est un débit, mais cet argent existe, il a existé. Et ensuite la personne va travailler, va collecter de l'argent à différents endroits pour rembourser ce moins 50 000 pour le faire aller à zéro. Donc en fait, ça détruit la monnaie. Et donc ça veut dire que si demain on s'amusait à tous rembourser nos dettes, les États rembourseraient tout le monde rembourserait sa dette, il n'y aurait plus de monnaie en circulation dans l'économie. Et non seulement il n'y aurait plus de monnaie en circulation, mais en plus il y aurait une quantité colossale de monnaie qu'il faudrait encore payer pour payer les intérêts de la dette. Donc tous les discours qu'on entend sur la dette, c'est des conneries quand on comprend que la monnaie elle-même, c'est de la dette. C'est l'ADN de cette monnaie, la dette. S'il n'y a pas de dette, il n'y a pas de monnaie dans ce système. Et donc si on a besoin de monnaie en permanence et que quand on rembourse une dette, on détruit cette même monnaie, la seule solution pour qu'il y ait suffisamment de monnaie en circulation pour que les échanges puissent se faire, parce que quand il n'y a pas assez de monnaie en circulation, c'est des périodes de crise, et de crise très graves, c'est qu'il n'y a pas assez de monnaie pour les différents acteurs de l'économie pour pouvoir faire leurs échanges. Là, on est dans des périodes de crise extrêmement graves. Et pour éviter ça, le seul moyen, il faut imaginer l'économie comme un robinet ou un évier qui a besoin d'une certaine quantité d'eau, mais il y a le trou d'évacuation de l'évier, c'est les remboursements de la dette. Et le seul moyen pour qu'il y ait toujours de l'eau dans l'évier, c'est qu'il y ait un robinet en permanence dont le débit soit plus important que l'évacuation par le remboursement. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait suffisamment de monnaie en permanence en circulation,
il faut qu'on consomme plus que l'année d'avant, qu'on contracte plus de crédits bancaires que l'année d'avant, et qu'on soit dans des logiques de profit monétaire qui sont toujours plus acharnées que l'année d'avant. Et donc ça, c'est la logique de croissance économique. C'est pas du tout une logique politique. C'est pas une volonté politique d'homme politique de droite de dire moi je veux bien la croissance économique. C'est une nécessité absolue, c'est une nécessité monétaire. Si on n'a pas de croissance économique suffisante, on va au-devant de crises graves. Donc c'est logique qu'on soit tous mis en mouvement à faire des choses débiles pour surconsommer. Voilà, parce que c'est une nécessité monétaire. La deuxième des conséquences, c'est la plus simple à comprendre, c'est le creusement des inégalités. Si on comprend qu'accéder à la monnaie, c'est par le biais de la dette, et bien quelqu'un qui a des ressources et qui est riche et qui va voir son banquier qui demande un crédit bancaire, le banquier va lui dire bah, vous avez tel projet, bah oui, il est bien, en plus vous avez des réserves, vous avez des ressources, vous avez des garanties, donc on peut vous créditer. Donc du coup, les personnes riches peuvent avoir accès à de nouveaux crédits, donc du coup créer avec les banques plus de monnaie pour leurs propres investissements, pour leurs propres projets, du coup acquérir plus de pouvoir. Là où les pauvres qui n'ont aucune ressource vont voir un banquier avec peut-être le meilleur projet du monde, mais avec aucune ressource, le banquier va vous dire bah, il va bien votre projet parce qu'en fait vous n'avez pas de ressources. Donc on ne peut pas vous prêter. Donc là on a des riches qui s'enrichissent mécaniquement par ce biais-là, et des pauvres qui restent pauvres, donc qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc on a vraiment un système qui étire les inégalités mécaniquement. Et la courbe qu'on a vue au début là, avec les répartitions de richesse, il faut bien comprendre que voilà, quand je disais qu'il y avait quelque chose qui était sous-jacent, il y avait un principe sous-jacent qui permettait cette captation-là, c'est ça, la captation elle est permise par la dette. C'est ça, c'est en ce sens-là que le principe de création monétaire permet cette captation. On va voir dans la monnaie libre, c'est pas du tout la même chose, c'est même l'inverse. J'ai une question juste à cet endroit-là, qui serait condamné. Pourquoi, il y a 30 ans, on prêtait plus facilement de l'argent à des gens de classe plutôt très moyenne, on va dire, et que maintenant, avec les mêmes ressources, il faut avoir plus de ressources pour avoir accès au même crédit. Après, on pourra en reparler après, mais c'est là aujourd'hui, on est dans un moment où on est dans une grosse crise de confiance, où même les banques n'ont même plus confiance dans leur propre système. Donc, tout le monde est sur les nerfs. Du coup, l'accès à la monnaie est encore plus compliqué pour les crédits bancaires aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 30 ans. Donc, là, la question, c'est la facilité d'accès au crédit, bien plus complexe aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'avant c'était déjà ce système. Simplement aujourd'hui, on a encore même plus de mal à créer. Est-ce qu'il vous prêter plus on pourra en parler après, mais ça c'est des considérations du système actuel. On essaie de voir donc là vous avez, c'est pour commencer à aller sur le sujet de la monnaie, vous avez la quantité d'euros dans la zone euro depuis 20 ans. Donc c'est l'augmentation de la masse monétaire dans le temps. Donc on voit que ça ne fait qu'augmenter. Et donc là on va commencer à introduire un peu des notions importantes qui sont celles de relativité. Il faut comprendre que vous vous doutez bien qu'avoir 1 euro en 2018 et avoir 1 euro en 2003, c'est pas du tout la même chose. Parce que si vous avez 1 euro en 2018, vous avez 1 euro par rapport à une masse monétaire de presque 12 000 milliards d'euros, alors qu'en 2003, vous aviez 1 euro par rapport à 6 000 milliards d'euros. Donc, c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, ça veut simplement dire que la monnaie c'est pas suffisant de dire que j'ai 1 euro. 1 euro, ça n'a de sens que par rapport à par rapport à une certaine quantité d'euros. Et ce qui se passe, comme la monnaie est créée par la dette, toute cette quantité de monnaie là, que vous voyez qui a été créée de manière supplémentaire, elle a été créée à certains endroits de l'économie. Elle n'a pas été créée partout à égalité. Il y a certains acteurs qui ont bénéficié de ces crédits bancaires et qui avec ça ont eu accès à plus de monnaie. Et du coup, ça l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui, c'est plus le fait qu'il y a de la monnaie qui est créée de manière asymétrique, c'est-à-dire à un certain endroit. Ce qui se passe, c'est que quand de la nouvelle monnaie est créée à un certain endroit, à cet endroit-là, les prix vont augmenter.
les prix vont augmenter parce qu'ils vont se voir allouer de plus de monnaie, donc les prix vont augmenter, à toutes choses égales par ailleurs. Par contre, donc les prix augmentent localement ici, et comme ceux qui ont reçu cette monnaie, ils ont aussi plus de monnaie, ça va, localement ça s'équilibre pour eux. Par contre, pour tous ceux qui sont autour et qui sont privés de cette création monétaire-là, eux, de manière aveugle, ils voient les prix augmenter ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Donc l'inflation, de manière vulgaire, de ce que vous entendez à la télé, c'est de dire, ah, mais les prix, ils augmentent. Et oui, mais ils augmentent pour une raison. Ils augmentent parce qu'il y a de la monnaie qui est créée de manière asymétrique. Voilà. Ça, il faut bien comprendre. Donc, ça, c'est la première chose, c'est que la création monétaire aujourd'hui, comme on crée par la dette, elle n'est pas symétrique. Et en plus, elle est... et la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la valeur d'une unité monétaire n'a de valeur que par rapport à la masse totale. Donc voilà, maintenant on va essayer d'étudier un peu plus la monnaie pour essayer de comprendre ce que c'est que la monnaie libre. Alors la monnaie, avant tout, c'est un outil de mesure. Alors c'est pas seulement un outil de mesure, mais c'est déjà un outil de mesure. Quand on achète quelque chose, on achète une baguette à 1,50 €, le 1 €, c'est une évaluation, c'est une mesure de la valeur économique d'une baguette de pain. Ça, c'est une mesure. Alors, c'est pas simplement une mesure, puisqu'ensuite, c'est une valeur qui nous permet d'acquérir certaines choses. C'est pas simplement comme mesurer avec un mètre ou quoi que ce soit. Mais ce serait déjà bien que la monnaie, elle ait au moins les caractéristiques minimum des outils de mesure qu'on utilise en science. En science, on utilise des outils de mesure qui sont fabriqués de telle sorte à ce qu'ils puissent permettre de se comprendre. Et ça, c'est permis par le fait qu'ils sont adossés à ce qu'on appelle un invariant. Donc, par exemple, c'est pas très clair ce que j'ai dit. Donc, on va juste faire des exemples. La température, l'échelle Celsius, elle est étalonnée par rapport à l'état de l'eau. L'état de l'eau, c'est le même partout. Et tout le monde est égal par rapport à l'état de l'eau. C'est une propriété qui est invariante, on appelle ça. Pareil, le temps, c'est par rapport aux rotations de la Terre autour du Soleil autour d'elle-même. C'est des propriétés invariantes. On se comprend ce que c'est qu'une seconde, ce que c'est qu'un jour. Pareil pour le mètre. Le mètre, c'est une dimension du méridien terrestre. C'est une proportion du méridien terrestre. Donc, c'est une propriété invariante. Donc, si vous amusez à dire que ça, c'est un mètre, eh ben il va falloir, si vous voulez être vraiment vrai, il va falloir rétrécir le diamètre de la Terre. Donc ça permet en science, ça a été défini comme ça, notamment avec le système international, ça permet à tout le monde de se comprendre. Quand on parle de qu'est-ce que c'est qu'un mètre, on est capable de se comprendre, de dialoguer, d'échanger. Pour la monnaie donc c'est l'outil de mesure des échanges économiques, il n'y a pas d'invariance, on en a parlé un peu. 1 €, ça va rien dire en soi. 1 €, c'est pas étalonné sur le tout, ça n'a pas de sens, ça n'a rien d'invariant. Et donc ça, c'est le but de la théorie dont on va parler, de la monnaie libre, c'est d'essayer de se demander est-ce qu'on peut trouver quelque chose, est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer une monnaie qui comporte un invariant, qui permet de se comprendre. Et alors pour comprendre ça, il faut comprendre la théorie de la relativité, pas comprendre dans son intégralité, mais il faut comprendre la philosophie de la théorie de la relativité, donc le principe de relativité qui a été porté au cours des siècles alternativement par Copernic et Galilée, et puis Einstein. Donc Einstein, c'est lui qui a dit la citation qu'on a vue précédemment sur l'anarchie économique. Et donc Einstein, il est connu pour le principe de la théorie de la relativité. Et alors la théorie de la relativité, pour faire simple, le principe de relativité, vous l'avez tous un peu déjà senti probablement. Quand vous êtes en gare dans un train et que vous regardez par la fenêtre, et là il y a donc à l'arrêt, et vous regardez par la fenêtre et il y a un autre train, et là il y a un des deux trains qui part, et pendant un moment vous ne savez pas si c'est le vôtre ou si c'est celui d'à côté qui est parti. Et bien ça c'est un principe fondamental du principe de relativité, c'est le principe d'équivalence. En fait, c'est la même chose de dire que c'est moi qui bouge avec le train, ou de dire que moi je reste immobile, et c'est tout la Terre et le train avec, et l'autre train avec qui tourne autour de moi. C'est la même chose, les deux sont équivalents. Et le but d'une démarche scientifique, c'est absolument pas de dire qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, c'est d'essayer de comprendre que les référentiels, on appelle ça, donc les observations de chacun, ont leur propre... ont tous les deux le même poids, il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre, et
Et le but, c'est pas d'essayer de trouver une position, une observation consensuelle qui mette tout le monde d'accord. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun puisse exprimer ses observations. Et il faut essayer de trouver une loi qui, en l'occurrence, là, on va voir, sont des lois mathématiques, qui permettent de transformer les observations de chacun. Et cette loi mathématique qui permet la transformation des référentiels, c'est-à-dire des observations de chacun, c'est ça ce qu'on appelle l'invariance. Donc c'est la transformation mathématique elle-même qui est une loi invariante. Bon, dans la théorie de la relativité, c'est la transformation de Lorentz, c'est un objet mathématique un peu compliqué, et qui fait notamment intervenir une constante, qui est une constante en physique, qui est très connue, c'est la vitesse de la lumière. Donc la transformation de Lorentz, qui est la loi invariante, fait intervenir quelque chose du monde réel, on va dire, qui est la vitesse de la lumière. Quelque chose de mesuré, qui est la vitesse de la lumière. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que quand on parle d'une économie, ben on a tous notre propre manière de regarder le monde, notre propre référentiel, notre propre observation du réel. Et que de la même manière que ce qu'on a vu précédemment, le but, c'est pas de privilégier un regard par rapport à l'autre, de trouver une position consensuelle entre tous les points de vue. Le but, c'est d'essayer de trouver quelque chose d'invariant qui permette la transformation qui permette de se comprendre mutuellement et qui permette la transformation des référentiels de chacun. Ce qu'il faut comprendre que quand on achète des choses avec de la monnaie, on valorise des biens. Si j'achète des pommes plutôt que des poires, je valorise des pommes. Si tout le monde fait comme moi, les pommes auront beaucoup de valeur, les poires n'auront aucune valeur. Donc quand on fait ça, on agit sur le réel. Quand on achète des choses, on agit sur le réel. Et donc vous vous doutez bien que la création monétaire, si elle n'est pas égalitaire, et ben du coup on va privilégier certaines personnes dans leur valorisation, ceux qui ont un accès, notamment les banquiers qui ont accès et qui créent de la monnaie à leur propre bénéfice. Et ben du coup ils ont un pouvoir considérable sur la valorisation et la mesure des valeurs économiques. Donc c'est leur regard qui va imposer à la société entière ce qui est valeur économique et ce qui n'a pas de valeur. Et donc ça, c'est l'idée de ce qu'on va voir maintenant, de la théorie relative de la monnaie, qui a été écrite en 2010 par Stéphane Laborde, mathématicien français. Et donc tout ce dont je viens de parler, c'est des concepts qui font partie de la théorie relative de la monnaie. Et donc, comme on vient de parler, le but de cette théorie, c'est d'essayer de répondre à la question, est-ce que c'est possible de trouver un invariant dans l'économie? Quelque chose qui soit invariant et qui permette l'expression. Un invariant, c'est un peu ça, vous voyez, là c'est TRM, c'est l'acronyme de théorie relative de la monnaie. L'invariant, c'est cet objet ici, dans cet exemple-là. C'est un objet qui contient toutes les vérités de chacun, et suivant l'angle d'observation, on ne voit pas les mêmes choses. Le but, c'est pas de dire que le T, le R ou le M, il a raison, c'est d'essayer de trouver cet objet-là. Voilà. Alors pour essayer de trouver cet objet-là, il faut essayer de comprendre ce que c'est qu'une économie déjà. Alors une économie, il faut déjà comprendre que c'est surtout fait d'humains. C'est pas fait d'objets, c'est surtout fait d'humains. Et les humains, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont limités. On a une durée de vie qui est limitée et on n'est pas éternel. Et que du coup, par voie de conséquence, l'humanité, c'est un flux de générations qui se renouvellent. Donc là, en rouge, vous avez la vie d'un individu, en bleu, la vie d'un autre. Et ça, c'est fondamental à comprendre que l'humanité, c'est un flux. Bon, la deuxième chose qui compose une économie, c'est les valeurs économiques. C'est les biens que cette société s'échange au cours du temps. Mais ces biens, ils n'arrêtent pas d'évoluer en permanence. Il y a des ruptures technologiques, il y a des nouveaux biens qui sont échangés, il y a en permanence de nouveaux biens qui arrivent, et puis il y en a d'autres qui deviennent obsolètes. Et dans le futur, on ne sait pas du tout ce qu'on va s'échanger. On ne sait pas de quoi sera fait le monde de demain, et du coup, on ne sait pas du tout ce qu'on va s'échanger. Donc essayer d'étalonner une monnaie sur un quelconque objet physique, ça n'a pas de sens, puisque c'est fondamentalement, la valeur est fondamentalement relative à l'époque, relative aux observateurs. Donc essayer, ça c'est valable aussi pour l'or, dire qu'il faut baser nos monnaies sur l'or, parce que l'or c'est intangible, machin, non. L'or c'est aussi relatif. Peut-être que dans 200 ans, tout le monde n'en aura rien à faire de l'or, ça n'aura pas de valeur.
Donc ça, il faut comprendre ça. C'est qu'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'il faut revenir à l'or, il n'y a que ça qui marche. Non, l'or, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de tout. Ça a de nombreux problèmes. Ça engendrera de nouveaux problèmes de revenir à l'or. Il faut essayer de... Donc il faut se concentrer sur essayer de trouver quelque chose dans quelque chose d'humain qui puisse être extrapolé pour utiliser en tant qu'invariant. Donc ça, on peut voir le flux humain comme une cascade où chaque goutte serait un individu, qui a un passage limité dans la cascade. Et donc quand on regarde une cascade de loin, on a quelque chose qui varie très très peu. Et ça, c'est l'espérance de vie. Ça, c'est l'espérance de vie, c'est la vitesse c'est la hauteur du flux, c'est la caractéristique globale de ce flux humain. Bon, alors maintenant, on va faire un peu de maths, mais rapidement. Donc on va appliquer à la monnaie cette phrase. Tous les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors c'est juste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les maths, il faut juste retenir que là, les équations que je vais mettre, c'est juste des traductions des phrases que je vais dire. Alors juste pour comprendre, pour ceux qui comprennent un peu les maths, M c'est la quantité de monnaie, masse de monnaie, X c'est l'espace, en fait on va comparer des variations de monnaie d'un individu à l'autre, T c'est le temps, C c'est une constante, une valeur mathématique constante qu'il va falloir définir, et N c'est le nombre d'humains. Donc dire que tous les humains naissent libres et égaux en droit, ça veut dire que si on crée de la monnaie à un instant, et ben, tout le monde va créer la même part de monnaie. Si on est tous libres et égaux surtout, on va tous créer la même part. Donc ça, mathématiquement parlant, ça se traduit par cette phrase, qui est de dire que si on crée de la monnaie, moi je vais créer 5, tu vas créer 5, tu vas créer 5, tu vas créer 5. Il y en a pas un qui va créer 1, l'autre qui va créer 17, l'autre qui va créer 23. Donc ça, en gros, ça veut dire 5 moins 5 égale 0. Quand on l'écrit de manière continue, mathématiquement, ça se traduit comme ça. Ensuite, il y a tous les humains demeurent libres et égaux en droit. Là, c'est le temps. C'est essayer de comprendre que justement, il y a ce flux, et que dans ce flux, il ne faut pas privilégier une génération par rapport à une autre. Donc ça a pour conséquence qu'il faut créer de la monnaie en permanence, et faire grandir la masse monétaire, la quantité de monnaie en permanence pour que les nouvelles générations puissent recevoir de la nouvelle monnaie. Donc c'est ce que veut dire cette équation. La variation de monnaie quand on fait varier le temps, D c'est dérivé, c'est variation. La variation de monnaie quand on fait varier le temps est égale à un accroissement, un grandissement de la quantité de monnaie dans le temps. Donc on crée de la monnaie en permanence dans ce système-là, suivant donc quand on résout ces deux équations, on a une classe mathématique de solution, on a une solution unique qui correspond aux fonctions exponentielles. Donc quand on regarde en global, la quantité de monnaie doit croître de manière exponentielle. On va voir ce que c'est une exponentielle après. Donc ça nous donne la forme de l'augmentation de la monnaie dans le temps. Et donc la deuxième des conséquences, et ça c'est le résultat fondamental de la théorie relative de la monnaie, c'est le dividende universel. Alors c'est quoi le dividende universel? Eh bien c'est simplement la part que reçoit chaque personne, ou la part que co-crée chaque personne, à chaque moment qu'on fait croître cette quantité de monnaie. Donc si on a une certaine quantité de monnaie et qu'on la fait croître l'année d'après, chacun va recevoir une part égalitaire. Donc on divise par le nombre de personnes. Donc le DU, c'est ça. Le dividende universel, c'est à chaque fois qu'on fait croître la monnaie, quand je dis qu'on fait croître la monnaie, c'est ça, c'est C fois M. Ça veut dire qu'on fait croître la monnaie. Divisé par N, ça veut dire tout le monde le co-crée à égalité. Tout le monde en crée une part qui est la même pour tous. Et cette part, on appelle ça le dividende universel. Et le dividende universel, c'est ça la fonction. Enfin, c'est pas la fonction. Ce dividende universel, c'est ça l'objet mathématique invariant. Puisque grâce à ça, quand on a ça et comme on sait qu'on crée tous à égalité à chaque instant, eh ben, on peut exprimer nos prix en fonction de cette valeur-là. Et on a un objet qui nous permet de nous comprendre, parce que cet objet contient toutes les informations. En fait. Ça contient la masse de monnaie totale, et ça contient le nombre d'individus dans cette communauté. Et donc là, en ayant ça c'est le résultat de la théorie relative de la monnaie, c'est de dire que oui, en fait, on peut créer une monnaie qui contient un invariant spatio-temporel, qui permet d'exprimer les prix de la même manière que la transformée de Lorentz dans la théorie de la relativité est un objet invariant dans l'espace et dans le temps. Et donc ça, c'est fondamental. Et le résultat de la théorie relative de la monnaie, c'est l'existence.
Donc ensuite, quand on a ça, il y a une chose qu'il faut trouver, c'est C. C'est une constante, il faut la trouver. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, cette équation, c'est une traduction mathématique de cette phrase. Aucune génération ne doit être privilégiée par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque génération on doit tous, par génération, créer la même part relative de monnaie que la génération, que l'autre génération. Ça ne veut pas dire qu'on doit créer le même montant, la même quantité. Ça veut dire qu'on doit créer la même part relative. Bon, ça, on va le voir après, c'est plus facile à comprendre avec les schémas. Et donc, cette équation fait intervenir l'espérance de vie qu'on a vu plus tôt. Et donc, quand on résout ces deux équations, on a C est égal à logarithme d'espérance de vie sur 2 sur terme de vie sur 2. Ça nous donne pour une population qui a une espérance de vie de 80 ans, comme c'est le cas en Europe, on a une croissance monétaire de 10% par an. En espérance de vie égale 80 ans. Donc là, on a le résultat de la Terre. Donc voilà, le résultat fondamental de la théorie relative de la monnaie, c'est l'existence des monnaies libres. Et donc une monnaie libre, par définition, quand vous nous entendez dire une monnaie libre, pour nous, on dit c'est une monnaie qui est conforme, à tous ces principes dont je viens de parler. Et c'est une monnaie qui est fondamentalement créée par dividende universel. Que chacun crée à une proportion qui épouse, qui correspond à l'espérance de vie humaine. Voilà, ça c'est le résultat fondamental. Et la contraposée, ça veut dire que toutes les monnaies qui ne sont pas créées par dividende universel ne sont pas des monnaies libres, ce sont des monnaies non libres. Et donc, alors pour comprendre un peu mieux les conséquences et les comportements de la monnaie libre, on va faire un petit schéma. Donc on a vu que par les équations, on a vu que la masse monétaire globale augmentait de manière exponentielle. Bon, ça c'est une exponentielle, hein. Voilà. Une exponentielle, ça va être cette tête-là. Et là, pour l'exemple, on va imaginer que la quantité de monnaie, c'est la surface de ce cercle. Et on va faire grossir ce cercle au fur et à mesure du temps pour essayer de voir ce que ça implique. Donc, on va prendre une situation aléatoire au début avec une quantité de monnaie, avec Sissi qui a cette part de monnaie, Dédé qui a cette part de monnaie en jaune, Momo en rose, et Lulu. Donc ça, c'est une situation volontairement aléatoire avec disparité pour voir ce que ça fait, ce que ça implique. Donc là, on va revenir sur les concepts dont on a déjà un peu parlé. C'est l'aspect le fait que la valeur d'une unité monétaire n'a de sens que par rapport à la quantité totale de monnaie. Donc là, quand on regarde la taille des cercles, on parle en quantitatif, c'est-à-dire c'est une quantité de monnaie. Comme si on disait c'est 1 euro, c'est une quantité de monnaie. Là, la taille du cercle bleu, c'est une certaine quantité de monnaie, c'est 3000, mais c'est pas par rapport à quoi. Ou alors on peut exprimer ces choses-là en relatif. Et ils sont 4 autres. Donc dans l'exemple ici, chacun a son cercle, et les 4 autres, donc en tout ils sont 8, les 4 autres prennent le reste de la partie noire. Donc on ne va pas les étudier là, mais ils ont les mêmes droits que les autres. Et donc, on peut exprimer soit en quantitatif, soit en relatif. Donc là, j'ai mis en pourcent. Donc chacun a un certain pourcentage de la monnaie. Donc, on va créer de la monnaie suivant les équations qu'on a vues de la monnaie libre. Alors, je ne vais pas faire un saut de 1 an, je vais faire un saut directement de 12 ans pour que ce soit plus visuel. Donc, quand on fait un saut de 12 ans, on a une augmentation de 250% de la monnaie. Bon, peu importe, hein, je ne retrouve pas les chiffres. En gros, on crée tout ça là. La nouvelle auréole que vous voyez, c'est de la monnaie supplémentaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 8, on divise en 8. Et cette part que reçoit chacun, c'est le DU. Que co-crée chacun, c'est le DU. C'est pour ça que ça s'appelle un dividende universel. Vous voyez, j'ai divisé, chacun reçoit une part. C'est un dividende. C'est le résultat d'une division, c'est un dividende. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 8, on en fait 8 et on en donne une part à chacun. Donc là, j'ai mis des couleurs. Donc ça, c'est la nouvelle situation. C'est la même chose, j'ai simplement fusionné les surfaces. Et donc là, on voit qu'en quantitatif, tout le monde a augmenté, tout le monde a gagné tout le monde a créé de la monnaie et les tâches ont tous grandi en taille. Par contre, en relatif par rapport à l'état d'avant, on commence à voir émerger des comportements différents, notamment Sissi qui passe de 27% à 17%, alors que Lulu, il est passé de 3 à 10%. Donc ça, vous pouvez faire l'exercice chez vous en vous amusant à créer de la monnaie comme ça sur un tableur Excel, vous allez avoir des comportements comme ça. Bon, du coup, on refait la même opération. Alors simplement, on va tuer le dé. Donc Dédé meurt, Dédé nous quitte. Et au même moment, il y a Anna qui naît. Bon, c'est pour l'exemple, pour comprendre ce qui se passe.
Donc à partir du moment où il meurt, Dédé, bah, il est plus vivant, donc il arrête de créer de la monnaie. Il n'y a plus de monnaie. Donc qu'est-ce qui se passe? On refait un saut de 12 ans. On refait un saut de 12 ans, donc toujours 250%. Et pareil, on divise en 8. Il y a simplement Anna qui a remplacé Dédé, mais c'est toujours 8. Et la part que co-crée chacun, pareil, toujours le DU. Alors là, par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est que le DU, c'est toujours un DU pour tout le monde. Par contre, c'est en quantitatif, en taille, il est plus gros que le DU de 12 ans avant. Ça, c'est les conséquences de la création de la monnaie de cette manière. Bon, pareil, on en donne une part à chacun. Et donc ça, c'est la situation. Donc là, maintenant, on regarde les trois situations qu'on vient de voir. Donc on voit que tout le monde a grossi. On voit simplement, par exemple, la Dédé au moment où il est mort. Bah, sa quantité de monnaie, il n'en a rien fait. Il pourrait la donner, par exemple, à ses enfants, mais là, on imagine qu'elle est restée sur son compte et que donc cette monnaie, elle existe toujours. Elle existe toujours sur son compte. C'est pas parce qu'il meurt qu'on détruit sa monnaie. Sa monnaie, elle existe toujours. Il peut éventuellement la léguer en héritage à quelqu'un d'autre. Mais là, on imagine qu'il n'a pas fait. Et qu'est-ce qui se passe? Son cercle, bah, il n'a pas grandi. Il est resté pareil. Il n'a pas créé de la monnaie. Par contre, tous les autres sont leur cercle qui ont grandi. Et en relatif, on voit que tout finit par converger. On va mieux voir dans les graphes. Oui, pardon. Donc tout finit par converger vers la part relative de monnaie en moyenne. Qui est 12, qui est en fait 12,5% à l'intérieur. Donc voilà, on va mieux le voir sur les graphes. Donc là, on a vu les impacts que ça avait de créer de la monnaie de cette manière-là. Et là, je parlais que de création monétaire. Mais ensuite, cette monnaie, elle circule, comme j'en ai parlé un peu au début de la conférence. Donc là, par exemple, bon, là, c'est les parts relatives de Anna et Sissi, là, en bleu et vert. On imagine que Anna, elle a un vélo et il y a Sissi qui veut lui acheter. Et bien, l'échange se fait. C'est juste un transfert de monnaie, c'est une transaction. Et cette transaction, on peut l'exprimer soit en quantité, la taille du cercle, on peut dire c'est 3000 par exemple, soit on l'exprime en pourcentage de la monnaie. On paye avec un pourcentage de la monnaie. Donc là, c'était 5%. Et donc la nouvelle situation, c'est l'inverse. Maintenant, c'est Anna qui a 14%, et l'autre 9%. Et bon, il faut bien comprendre que la circulation monétaire, en fait, quand on parle d'économie aujourd'hui, j'en ai parlé au début, mais les salaires, les impôts, les machins, les trucs, c'est que de la circulation monétaire. Donc il faut comprendre que c'est assez secondaire par rapport à la création monétaire elle-même. Donc là, ce qu'on vient de voir, les différents exemples, en référentiel quantitatif, quand vous voyez les tâches grossir, c'est cette courbe. C'est la courbe de chacun, en fait, ça grossit comme ça. Voilà, donc ça, c'est l'évolution dans le temps de l'exemple. Et là, vous voyez, il y avait Dédé qui est mort, et du coup, son compte reste stable. Ça n'augmente plus, qu'il ne crée plus. Donc ça, c'est la même chose dans le logarithme. Oui, il y a les différents états, regardez pas celui-là. Et ça, c'est l'état initial, ça, c'est l'état final, l'état suivant. Je n'ai pas vu le dernier état. En fait, le plus important, c'est celui-là. C'est le relatif. Vous vous en doutez. Le plus intéressant, c'est d'exprimer les prix en relatif. Pourquoi? Parce qu'en quantitatif, la monnaie, elle augmente en permanence, alors qu'en relatif, eh ben, elle est stable la quantité moyenne de monnaie est stable à une certaine valeur qu'on va voir après. Et donc là, bon, je vais juste refaire, je vais refaire les différents états qu'on a vus. Donc ça, c'était l'état initial. On est ici, là. Ça, c'est l'état, c'était l'intermédiaire. Le moment où Dédé meurt, il y a Anna qui naît. Et chacun il y a Anna qui commence à créer de la monnaie qu'à partir du moment où elle naît. Et ça, c'est le dernier état. Voilà. Donc quand on regarde sur les graphes, ça fait ça. C'est vraiment l'exemple qu'on a fait juste avant. Et dans la monnaie libre, on n'exprime pas les prix en pourcentage de masse monétaire, on les exprime en DU. Et en fait, ça, il faut arriver à comprendre que c'est la même chose. Comme le DU, il augmente en permanence, quand on exprime les prix dans cette quantité qui augmente en permanence, c'est la même chose. Donc là, je vais faire une chose c'est un peu compliqué, mais ça, pour s'en convaincre, il faut le faire un peu. En fait, ça, c'est la même chose de parler en nombre de DU ou de parler en masse monétaire, c'est la même chose. Simplement, ça change. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? La masse monétaire moyenne, quand on exprime les prix en relatif en nombre de DU, c'est toujours 10 DU.
Et donc, on n'a pas du tout de phénomène d'inflation, comme j'en ai parlé au début, puisque dans ces systèmes-là, la masse monétaire est toujours répartie en permanence à égalité entre tous. Elle est co-créée à égalité entre tous. Donc, il n'y a pas des endroits qui sont surmonétisés où les prix vont augmenter de manière asymétrique et les autres vont voir les prix augmenter de manière aveugle. Non, il y a tout le monde qui reçoit et qui co-crée en permanence la même part de monnaie. Et du coup, quand on exprime nos prix dans cette quantité qu'on crée chaque jour en nombre de DU, on a quelque chose qui est stable et qui converge à une valeur qui est la masse monétaire moyenne. Donc il faut comprendre que voilà, exprimer les prix en pourcentage de la masse monétaire ou en nombre de DU, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on exprime les prix en DU. Donc c'est ça la gymnastique qu'il faut arriver à avoir entre les jules et le DU. C'est ça la différence. Quand on exprime les prix en DU, on est en relatif. Donc bon, donc là, on va faire quelques exemples. On imagine une société qui est déjà en monnaie libre. Et donc, quand on est déjà en monnaie libre, la masse monétaire moyenne en relatif, c'est-à-dire la masse monétaire par le nombre de personnes, la masse monétaire moyenne, elle est toujours égale à 10 DU. C'est une conséquence de cette équation-là. Quand on inverse, ça donne 10 DU. Donc, quelqu'un qui naît, par exemple, dans cette société en monnaie libre, il va créer des DU chaque année. Chaque année, il va créer un DU. Et en même temps, et au bout de 40 ans, il va converger à la masse monétaire moyenne. Et à partir du moment, c'est comme le cercle qu'on a vu juste avant, à partir du moment où il meurt, et cette quantité de monnaie va se voir diluée dans une masse monétaire qui continue d'augmenter. En relatif, elle finit par n'être qu'une goutte d'eau dans un océan de monnaie. Et donc ça, c'est le cas, c'est un exemple de quelqu'un qui n'a rien échangé du tout et qui, au bout de 140 ans, a été complètement transparent dans le système. Ou alors, c'est le cas d'un individu qui a échangé exactement, qui a vendu exactement autant qu'il a acheté. Donc, qui a été en équilibre parfait et qui n'a pas. Donc, les deux sont équivalents. Maintenant, on va faire le cas, par exemple, de quelqu'un qui achète une seule chose au cours de sa vie. À 20 ans, il achète une voiture, donc instantanément, son compte va baisser, parce qu'il a cette monnaie par ailleurs, un autre acteur dans l'économie. Bon, pareil, juste après ça, il continue à créer de la monnaie comme tout le monde, et il reconverge. Pareil. Quelqu'un qui est au-dessus, c'était le cas de Sissi tout à l'heure en bleu. Elle avait trop de monnaie, elle avait plus, en relatif, elle avait plus de monnaie que la moyenne. Donc ce qui s'est passé, c'est que la quantité de monnaie qu'il y a au-dessus, c'est pareil, elle se voit diluée dans un cercle qui grandit relativement plus vite autour d'elle. Et donc pareil, quand elle aussi elle crée de la monnaie, après avoir reçu de la monnaie, mais elle converge aussi à la masse monétaire moyenne. Bon, et après c'est un autre exemple de quelqu'un qui gagne encore plus de monnaie à un moment donné, et s'il ne fait rien de cette monnaie, ouais, parce qu'il produit quelque chose. Là, il fait un concert, il y a plein de monde qui vient, il veut racheter des tickets. Mais là, à ce moment-là, s'il n'utilise pas sa monnaie et qu'il la stocke sur son compte et qu'il n'en fait rien, il va se voir, en DU, en relatif, il va converger à la masse monétaire moyenne. Et donc là, on voit qu'on a un système qui tend à la convergence à la masse monétaire moyenne, et on a un système qui est assez opposé à ce qu'on a vu sur la monnaie dette. Parce que la monnaie dette, ceux qui ont le plus de capital, ceux qui sont là, s'amusent à stocker leur richesse aux Bahamas ou et avec cette ressource, ils peuvent accumuler encore plus de richesses. Alors que là, celui qui s'amuse à stocker la monnaie aux Bahamas ou machin, il va se voir perdre l'influence qu'il avait et de manière très rapide. Et plus il a de monnaie, plus ça va tendre rapidement vers la masse monétaire moyenne. Donc on a un système qui fait émerger des comportements qui sont complètement différents. Là, on a un système qui encourage la circulation monétaire et qui est beaucoup plus égalitaire et qui encourage une circulation monétaire permanente. Et c'est beaucoup plus intéressant et surtout, ça n'encourage pas un écartement des richesses et ça tend à l'égalité. Le but, c'est pas de dire que c'est égal, que les comptes sont en égalité en permanence, c'est pas le but. Il faut qu'on ait notre propre liberté, notre propre choix économique de produire des choses et tout. Et voilà, le but, c'est de. Enfin, là, ce que ça fait émerger, c'est des comportements qui sont bien différents. Donc voilà, j'en ai un peu parlé, mais ce que démontre un peu la théorie relative de la monnaie, c'est que si c'est possible de créer de la monnaie de cette manière-là,
alors on peut considérer la création monétaire et la monnaie comme un droit humain, c'est la définition d'un droit, si c'est possible de le faire. C'est un droit humain et que si on ne crée pas de la monnaie de cette manière-là, alors ça veut dire que ceux qui ont le pouvoir de créer de la monnaie à leur propre bénéfice, à leur propre privilège, ont le pouvoir de spoiler les droits les plus fondamentaux de ceux qui sont en sécheresse monétaire et qui n'ont pas de monnaie. Alors je prends l'exemple souvent de... On érige parfois on dit sur les prostituées qu'elles ont le droit de disposer de leur corps. Ce droit-là, en fait, elles se spolient elles-mêmes pour pouvoir accéder à de la monnaie. Elles se spolient elles-mêmes sur ce droit fondamental qui est d'aller en fait à l'encontre de leur intégrité physique pour avoir accès à de la monnaie. C'est pas par envie que voilà. Donc ça, on voit que suivant le système dans lequel on est, on a des systèmes qui sont capables de spoiler des droits les plus fondamentaux, et que en fait tous les droits les droits des humains qu'on peut édicter dans un texte aussi beau soit-il, ça ne reste qu'illusoire quand on a un système où la prédominance de la monnaie permet de spoiler absolument tout. Voilà. Bon, et la deuxième des conséquences de cette chose-là, c'est de dire si on est libre. Parce que là, il y a écrit tous les humains naissent libres, égaux en droit. Est-ce qu'on est libre de prendre ce droit-là? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à se demander est-ce qu'on ne va pas prendre on va prendre notre liberté et on va prendre ce droit-là sans permission à demander à qui que ce soit? Et bien ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec la Juve, avec la première monnaie libre. Et donc c'est littéralement ça, d'essayer de montrer qu'on peut prendre cette liberté-là, de créer une monnaie qui soit co-créée par tout le monde. Et de prendre notre pouvoir de créer de la monnaie. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la June, la G1, qui a été lancée en mars 2017. Et donc, en fait, c'est un peu l'expérimentation de la théorie qu'on vient de voir. Et donc, voilà. Ce que vous voyez là, ici, c'est un des logos. Ce que vous voyez là, c'est la toile de confiance de la June. Alors, la toile de confiance, c'est un système qui permet à tous les membres de se certifier mutuellement pour faire en sorte, l'enjeu, en fait, c'est d'éviter qu'il y ait des personnes qui créent deux comptes créateurs de monnaie. À ce moment-là, ce serait pas égal. Pour éviter ça, il y a un système de toile de confiance avec certaines règles qui fait en sorte qu'il y ait toujours une distance suffisante entre les membres, suffisamment resserrée entre les membres, pour qu'on puisse détecter au moment où des personnes, s'il y a des personnes à un moment donné qui essaient de créer un double compte pour une même identité, de créer deux comptes créateurs de monnaie. Donc pour éviter ça, il y a ce système qui a été créé, de toile de confiance. Et c'est pour cette raison que dans la monnaie libre, dans la June, on va commencer à créer de la monnaie qu'à partir du moment où on est certifié par 5 membres existants. Voilà. Donc on va rentrer dans le détail un peu des logiciels. Donc comment ça fonctionne concrètement? Donc on a le logiciel d'Unitaire qui est une blockchain, si vous savez ce que c'est. Donc la blockchain, en fait, c'est un livre de compte commun. C'est un livre de compte commun qui est partagé sur un réseau d'ordinateurs décentralisé. Donc c'est un protocole qui permet à des ordinateurs qui appartiennent à plein de monde de se mettre d'accord, d'établir un consensus pour enregistrer de nouvelles informations dans ce qu'on appelle la chaîne de blocs, la blockchain, qui contient toutes les informations, qui est un livre de compte commun. Et donc ça, c'est une révolution, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, parce que ça laisse présager de nombreuses applications qui ne sont pas seulement monétaires, qui permettent de gérer des transactions communes ou des biens communs de manière décentralisée. Et donc d'Unitaire, c'est la blockchain de la June, ça s'appelle d'Unitaire. Donc dans d'Unitaire, il y a les équations qu'on a vues. D'Unitaire contient les équations qu'on a vues précédemment, et c'est comme ça qu'est générée la monnaie sur chaque compte. C'est généré automatiquement sur chaque compte des membres par le simple calcul mathématique qu'on a vu précédemment. Donc c'est comme ça qu'est créée la monnaie en soi. Et concrètement, ce qu'on voit, nous, c'est que la monnaie est créée sur les comptes de chacun. Après, si vous voulez rentrer dans le détail, c'est ça. C'est l'unitaire lui-même qui calcule à chaque fois, c'est fait automatiquement. C'est un algorithme, c'est bête. Enfin non, c'est pas bête. Mais par contre, la gestion des équations, c'est assez bête. Ce qu'il y a de complexe dans l'unitaire, c'est la gestion de la toile de confiance.
Donc ça, c'est le cœur de la June. Et ensuite, on a Cesium, qui est l'application qu'on utilise le plus. Il y en a d'autres, mais on utilise le plus Cesium. Et donc Cesium, c'est une application qui est sur smartphone, aussi sur ordinateur, hein, qui permet de communiquer, de faire des transactions et de communiquer avec la blockchain et de faire des transactions entre membres, de certifier les membres, qui nous permet de faire c'est notre application utilisateur, cette application. Et donc ça nous permet de faire des comptes. Et grâce à ces outils, depuis un peu plus d'un an et demi, on commence à avoir émergé une économie différente, une économie en June, complètement indépendante de tout le système monétaire. Et donc de plus en plus, il y a des échanges qui se font, comme aujourd'hui. Donc là, c'est un G-marché, donc on a des échanges qui se font. Et c'est comme ça que la monnaie prend de la valeur. La monnaie prend de la valeur parce que, c'est pas parce qu'on investit des euros ou quoi, non, la monnaie prend de la valeur parce qu'il y a des gens qui prennent confiance dans la démarche et qui commencent à utiliser des junes pour s'échanger des biens et des services. Et voilà, et plus généralement quand on rentre, on commence à constater qu'avec cette monnaie qu'on crée tous les jours, on prend confiance dans le fait qu'on peut commencer à s'acheter des choses et à avoir des services et pouvoir accéder à certaines choses. Et puis après, éventuellement, on prend confiance, on commence à produire des choses et on reçoit de la monnaie pour ces choses qu'on produit. Et c'est comme ça que fondamentalement que la June prend de la valeur. C'est petit à petit, c'est un travail qui demande un peu d'implication, mais c'est très économisant et c'est très intéressant. Donc voilà, il y a des événements souvent de G-marché ou d'apéro, qui sont à la fois des événements où on échange des choses, et à la fois des événements où on rencontre les membres existants pour éventuellement faire connaissance et se faire certifier. Donc pour se faire certifier, il faut rencontrer les gens de manière physique, en réel. Parce qu'il y a une licence qui stipule que